Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, une nouvelle fois en direct de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et cette semaine, je vais continuer mon tour du monde, si je puis dire, mon tour du monde des ténèbres, en vous présentant la gamme Breath. Alors si vous voyez pas le titre, c'est normal, c'est parce que il ne peut être vu que dans le noir. Alors donc Breath, qu'est-ce que c'est? Breath, c'est le quatrième jeu du monde des ténèbres, sorti donc, comme vous vous en douteriez, en 94, puisque le premier est sorti en 91, c'était Vampire, Wolf en 92 et Mage en 93. On peut dire que voilà, ce n'est pas le jeu le plus connu et le préféré, on va dire, de toute la gamme, parce qu'il est, on peut dire, extrêmement complexe et extrêmement sombre. C'est celui qui est de loin le plus sombre de toute la gamme. Vraiment le plus, on va dire, qui donne envie, si vraiment, on va dire, on est quelque peu au bord du désespoir d'aller se jeter par la fenêtre. Et c'est pas des blagues, hein, c'est franchement, c'est un univers extrêmement pessimiste. Pourquoi? Tout simplement par déjà son thème de base qui est que l'on joue des Wraith, c'est-à-dire des fantômes. Donc on va jouer un humain qui est mort et qui n'a pas réussi, on va dire, à accomplir sa transcendance, soit son élévation, si je puis dire, son ascension vers une certaine forme de paradis, soit on va dire n'a pas sombré non plus en enfer, si on pouvait le dire d'une certaine manière selon on va dire nos convictions judéo-chrétiennes, ce qu'on appelle l'oblivion, le néant donc, puisque voilà, c'est le destin, on va dire, qui attend les âmes des personnes qui n'ont ou on va dire accompli, on va dire leur destinée d'une certaine manière, ou qui accomplit leur chemin de vie et qui vont atteindre une certaine forme de paradis, donc qu'on appelle dans Breath la transcendance, ou qui vont eux disparaître dans le néant parce que ils ont été des gens, on va dire, plutôt mauvais, plutôt, on va dire, animés de mauvaises intentions, ou tout simplement parce qu'ils ont pas de bol, ils n'ont pas d'attache, ils n'ont plus de, voilà, leur vie a été quelque chose de terrible. Ça peut être vraiment pour plein de raisons, mais la raison, on va dire, la plus euh, euh, courante, c'est quand même qu'ils aient été quand même un peu des crevures dans la vie de tous les jours, d'une certaine manière. Et que donc ils peuvent d'entrée de jeu devenir un spectre qui va donc nourrir le maelstrom, nourrir la tempête, et plus facilement évidemment sombrer dans cette forme d'oubli où donc là ils vont complètement disparaître ils vont disparaître de l'existence et disparaître de la mémoire de tous. Et c'est souvent à cause de cela. Ce n'est pas que par leurs actes mauvais. On a envie de les oublier quand même, il faut quand même le comprendre. Mais c'est surtout aussi parce qu'ils n'ont plus du tout d'attache et ils n'ont plus, on va dire, les ressources, on va dire, émotionnelles suffisantes pour pouvoir encore se maintenir dans cet entre-deux. Car oui, d'une certaine manière, Breath, c'est quand même un jeu où on va jouer donc quelqu'un qui est mort et qui ne va être maintenu en fait dans un certain monde d'entre-deux que justement par la on va dire la force en fait de leurs liens, des liens émotionnels, des liens on va dire passionnels, et aussi des liens qu'ils ont avec des choses matérielles, ce qui est défini en fait en termes de jeu par ce qu'on appelle donc les chaînes, les fetters et les passions. Voilà, donc sur la feuille de personnage que voici, donc il a des passions, il a donc des chaînes, des liens, qu'on appelle donc des fetters, les passions. Et oui, je vous présente évidemment la gamme en anglais parce que je ne l'ai qu'en anglais. Évidemment, voilà, si vous me connaissez, vous savez que je privilégie les versions originales. Les versions, on va dire, en français sont assez dures à trouver. Justement, elles avaient été éditées, en tout cas pour la première édition, par Ludis qui avait disparu, qui avait donc seulement traduit quelques suppléments. Et là, normalement, on doit avoir une nouvelle édition qui va arriver, l'édition 20e anniversaire, justement, que je vous présenterai plus amplement un petit peu, voilà à quoi elle ressemble. Elle a été très en retard d'ailleurs, j'y reviendrai. Et donc ça doit être normalement traduit par les éditions Leto, donc le troisième œil, dans un proche avenir. C'est en cours normalement d'ailleurs, si, d'après ce que j'ai entendu dire de la part de Laurent Rambaud. Voilà. Donc,
C'est un jeu, comme je le disais, où on va jouer des personnages qui sont bloqués dans cet entre-deux, donc entre, on va dire, le néant et entre, on va dire, le paradis d'une certaine manière, donc la transcendance, cette forme d'ascension vers une lumière, on va dire, qui va évidemment ressembler, on va dire, à notre image en tant qu'humain, surtout selon nos croyances, de ce qu'on pourrait appeler le paradis. Et cet entre-deux, en fait, est réellement une forme de purgatoire, puisqu'on a en fait déjà, quand on pénètre dans ce monde, va falloir déjà se battre pour survivre d'une certaine manière alors qu'on est mort, dans la mesure où on va rentrer vraiment dans un système, dans une sorte de civilisation, entre guillemets, des ombres, où concrètement, soit on est utile à, on va dire, au combat de tous les jours, c'est-à-dire leur combat contre justement la tempête, contre, on va dire, le néant, contre le maelstrom. Soit, on va dire, on n'est pas utile, et dans ce cas-là, on va vous trouver une utilité, vous allez devenir en quelque sorte une sorte de matière première, donc votre corpus, ce qui constitue en fait votre être, on va dire, votre être fantomatique, est constitué d'une matière ectoplasmique qui va donc être la ressource primaire, la matière première primaire pour à peu près tout construire et tout modeler dans ce monde des ombres, parce qu'il n'y a pas d'objets, à part les objets évidemment qui ont suffisamment d'émotions qui ont été contenues, enfin qui ont absorbé suffisamment d'émotions pour pouvoir passer tel quel justement dans le monde des ombres. Et ce qui est quand même assez terrible, c'est que concrètement, si vous n'avez pas de chance, les fantômes en fait, qui à peine passés, on va dire, de l'autre côté, donc après ont-ils traversé ce qu'on appelle le voile, c'est le voile qui sépare donc le monde des vivants et le monde des morts. C'est vraiment une autre dimension, hein. C'est pas l'Umbra, c'est une strate différente de l'Umbra par rapport à ce qu'on peut imaginer on va dire de la cosmologie du monde justement pour Werewolf et pour Mage. C'est pas l'Umbra, c'est vraiment une strate inférieure. D'ailleurs on l'appelle donc le sous-monde, le monde souterrain, ou donc l'Underworld, voilà. Et c'est vraiment une autre vision du monde, mais alors tout évidemment en teinte de gris, avec donc des gens qui essayent de survivre dans des petits îlots extrêmement, on va dire, voilà, séparés par des grandes mers, donc on appelle justement, c'est la tempête. Et y a quelques petits points qui parviennent à survivre, où ils forment donc ce qu'on appelle des nécropolis. Et donc c'est donc dans ces nécropolis que les Vress s'organisent autour donc d'une structure qui va régir un peu leur quotidien, qu'on appelle donc la hiérarchie, qui se bat justement contre, on va dire, les différentes menaces, la principale étant évidemment le néant, la tempête. Le néant étant, on va dire, la finalité de la tempête d'une certaine manière, puisque une fois qu'on est absorbé par la tempête, on risque d'une manière ou d'une autre d'être détruit par des spectres, par des créatures, et d'être détruit évidemment aussi par le néant, en étant absorbé en fait justement dans ce néant. Donc on arrive là-dedans, on est plongé, on va dire, dans une structure extrêmement hiérarchisée. Ça s'appelle la hiérarchie, c'est pas pour rien, où chacun a sa place, et on doit, comment dire, réellement avoir un rôle à jouer dans cette société. Sinon, concrètement, on est relégué au rang de matière première, et c'est quand même assez terrible. Au-delà de ça, il y a également un enjeu extrêmement important qui découle évidemment de toute cette cosmologie de Dress, The Oblivion, c'est que on ne va pas seulement jouer un personnage, on va jouer également aussi donc son côté sombre. Donc je vous avais montré la feuille de personnage, son côté sombre étant représenté donc par ce qu'on appelle donc justement The Shadow. Alors là, c'est un concept, on va dire, ludique extrêmement intéressant, mais extrêmement complexe aussi à mettre en place, dans la mesure où chaque personnage va avoir un pendant sombre, évidemment, qui va être un peu le reflet déformé, maléfique, qui va pouvoir prendre le pas,
et qui va être joué en fait autour de la table. Et là, il y a plusieurs écoles. Soit, on va dire, la personne donc joue son personnage de manière assez classique, et c'est le maître du jeu, le storyteller, le conteur qui va jouer donc les Shadows. Soit, on peut faire jouer la Shadows par un autre joueur à la table, ou le joueur lui-même. Si vraiment, on va dire, on a affaire à des joueurs expérimentés qui sont honnêtes, droits et courageux, ils vont pouvoir jouer justement leur ombre, leur côté sombre, et ça va être vraiment, on va dire, une expérience extrêmement intéressante, mais aussi extrêmement traumatisante, parce qu'on est déjà dans un monde abominable, et en plus, cette shadow nous fait sombrer, quoi, et peut nous faire devenir justement un spectre. Elle va nous obliger à aller au devant, comment dire, de nos sombres passions, de nos pires travers. Donc elle a un archétype, hein, évidemment aussi, hein, et donc elle est définie par justement des sombres passions, ce qu'ils appellent des thorns, des ronces, c'est-à-dire c'est des choses qui nous torturent d'une certaine manière. Elle a également donc un niveau de angst, c'est-à-dire d'angoisse, pour on va dire, nous torturer quoi, psychiquement. Et voilà, elle a un archétype. Et donc, à partir de toutes ces mécaniques, on va avoir vraiment quelque chose d'inédit en fait par rapport à ce que le monde des ténèbres nous avait offert. Il y avait quand même la bête qui était là pour le vampire, mais bon, elle était quand même beaucoup plus intériorisée. Donc voilà, on se battait contre la bête, mais elle était à l'intérieur de nous. Là, c'est vraiment un personnage à part qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir complètement, on va dire, prendre en compte pour justement définir notre roleplay et le roleplay de nos personnages. Voilà, donc ça c'est pour l'essentiel, on va dire, des concepts de Vress. Sinon, on a affaire toujours au même système, hein. On a donc les attributs compétences comme d'habitude. Les pouvoirs des Vress sont donc définis par ce qu'on appelle les arcanoi. Donc là, il y a évidemment plein de pouvoirs divers et variés que je vais vous citer par le menu. Et chacun de ces pouvoirs est en fait l'apanage dans l'univers de ce qu'on appelle une guilde. Et donc les guildes également, c'est un peu une strate aussi sur laquelle on peut jouer, un peu comme on va dire on jouerait avec les clans, les traditions ou on va dire les tribus d'Angarou. Sauf que là, ces guildes évidemment sont les spécialistes en fait de leur arcanos, un arcanos des arcanoi, n'est-ce pas? Et donc, il va falloir jouer évidemment aussi avec cet aspect, on va dire, où chaque pouvoir en fait spécifique d'un fantôme est vraiment on va dire le précaré, l'exception, on va dire, d'une guilde justement qui va avoir évidemment des enjeux politiques, des enjeux idéologiques, etc. Et c'est plutôt un aspect intéressant également à jouer. Je n'ai pas eu l'occasion de le jouer, moi très sincèrement, Vress, je ne l'ai pas beaucoup maîtrisé parce que franchement c'est un jeu qui est extrêmement traumatisant. Pour les joueurs, pour le MJ pareil, je trouve que vraiment il est tellement sombre que voilà, faut pas en abuser je pense, mais on peut faire des choses je pense extraordinaires si on a des joueurs on va dire volontaires et qui savent faire la part des choses, mais on va jouer vraiment dans quelque chose de très 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 sombre. Il faut quand même voilà. Alors donc les pouvoirs en question, donc on a par exemple l'Argos qui est en clair la possibilité avec ce pouvoir, donc les tenants de l'Argos s'appellent donc les Harbingers, les messagers. Et donc ça va vous permettre en fait de vous mouvoir en fait dans la tempête. Voilà, ce qui est un pouvoir extrêmement intéressant. Castigate, donc là ce sont donc les pardonners, les pardonneurs, si je puis dire, donc les enfin on pourrait dire confesseurs d'une certaine manière, si on voulait le traduire de manière poétique et en gardant à peu près le sens. Franchement je n'ai aucun souvenir ni même aucune idée des traductions qui avaient été faites dans la première édition. Donc Castigate, qui permet lui de se battre en fait contre justement son sombre, son côté sombre. Humbbody, donc là c'est concrètement c'est le fait de pouvoir donc se matérialiser, donc on va appeler ça plutôt matérialisation, Humbbody, et donc de se matérialiser dans le monde physique et de pouvoir y faire des actions. Fatalism,
Oui, Ambody, c'est la guilde donc des proctors. Fatalism, c'est la guilde des oracles. Donc, eux vont évidemment avoir un pouvoir de dress basé sur la divination. Donc, la lecture des signes, l'interprétation, on va dire, des augures. Hennabit, c'est les artificiers. Donc, eux, ce sont des Vresk, des fantômes qui vont hanter des objets. Et on peut faire des choses vraiment très sympas. Kinning, les chanteurs. Ils sont d'ailleurs le terme est en français dans le voilà, et donc eux vont utiliser en fait la voix en fait pour avoir énormément de pouvoirs particuliers autour, on va dire, de cette thématique, donc de la musique, de la voix, du chant évidemment. Lifeweb, les monitors, qui eux ce pouvoir, lui, qu'est-ce qu'il fait déjà? Oui, c'est pour en fait jouer évidemment sur ce qu'on appelle les chaînes, les liens en fait que vous avez, donc les fetters. Molliate, donc là c'est les maskers, on va dire les gens qui donc vont avoir tendance à se déguiser, voilà, donc ceux qui on traduirait par ceux qui se déguisent ou ceux qui portent un masque, qui eux vont pouvoir modifier leur corpus, donc le modeler pour faire changer d'apparence, avoir des armes, évidemment se forger des armes, on va dire, avec leur propre corpus, ce qui est plutôt intéressant. Outrage, qui est un pouvoir, on va dire, extrêmement violent, qui est par les spooks, donc on va dire les esprits frappeurs, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire, les poltergeists d'une certaine manière, qui eux vont en fait concentrer leur énergie pour pouvoir faire des actions et bouger des objets, mouvoir des objets dans le monde physique, dans le monde des humains. Pandemonium, les Haunters, donc ceux qui hantent, on va dire, le monde. Donc eux vont avoir le pouvoir. Alors normalement, celui-ci, il permet de manipuler, on va dire, de manipuler quoi déjà? Pour Démonium, j'avoue que là, je ne m'en souviens plus. Il y en a certains, ça me revient assez facilement. Oui, eux vont pouvoir modifier comment dire, le voile justement, et permettre de se manifester plus facilement aussi dans le monde physique. Normalement, ça doit être à peu près ça. Et faire avoir des hallucinations en fait aux gens. Donc ça c'est pour dans le monde physique. Ça c'est pour les premiers niveaux. Créer la confusion, etc. Et donc tout cela en fait ça se base au départ autour de la manipulation évidemment du voile. Ils vont l'abaisser en fait pour que le monde des Vress en fait se manifeste dans le monde physique, et qu'il soit visible, et donc qu'il crée en fait la terreur chez les gens, on va dire de chair. Phantasm, donc les Soundmen, donc les marchands de sable. Celui-ci qui est pareil, qui a un pouvoir que je ne connais pas extrêmement. Il y en a certains vraiment qui, comme il y en a beaucoup qui sont extrêmement, on va dire, que j'ai pas beaucoup eu le temps d'étraîner et dégrainer. Donc normalement celui-ci, là oui, c'est pour manipuler les gens évidemment dans leur sommeil et dans leurs rêves. Oui, c'était pas compliqué à... Puppetry, donc les puppeters, les marionnettistes. Donc, eux c'est simple, c'est le pouvoir qui permet de manipuler les humains, tout simplement de les traiter un peu comme justement comme des marionnettes. Usury, les usuriers. Donc usure, lui permet déjà de oui, il manipule en fait le pathos, donc l'énergie justement des Vress, eux, voilà, qui est l'équivalent en fait de la quintessence évidemment, de la gnose et des points de sang, hein. On a toujours la même logique. Et donc eux, ils ont des points de pathos qui leur permettent d'utiliser leur pouvoir et qui est également en fait leur énergie en tant que Vress. Et eux donc manipulent justement cette énergie. Voilà. Donc on a quand même des illustrations qui sont quand même pas reluisantes, hein. Il y en a de très très belles. Moi je les trouve vraiment magnifiques. Mais elles fichent les jetons au plus haut point. On a vraiment affaire à un jeu d'horreur, mais vraiment poussé, quoi. Je trouve que
j'ai toujours dit d'une certaine manière que Cult était déjà un jeu d'horreur assez poussé. Voilà, on a les jeux d'horreur, on va dire, assez classiques comme Chill, Malefice, voilà, qui est basé, on va dire, tout, on va dire, cet aspect, même Alien, du coup, aussi, qui récemment, Wraith, je pense, est celui qui va le plus loin, on va dire, dans cet aspect horreur. Parce que l'horreur est partout, quoi. L'horreur, elle est autour, elle est à l'intérieur, elle est, voilà. L'horreur, elle est psychologique, physique, visuelle, voilà. Mais vous avez quand même, c'est l'un des derniers, en fait, où il y a des magnifiques illustrations de Brad Street, justement, en tête de chapitre, de parties de livres, etc. On a vraiment affaire à des choses, voilà, de toute beauté. Moi, je trouve que voilà, cette version, elle est vraiment magnifique. Donc là, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel. Donc, pour ce qui est de la gamme, bah, je l'ai dans les mains, justement. Wraith, donc première édition. Donc vous voyez, alors si on regarde bien, il y a bien le titre qui est visible, on va dire un peu en filigrane. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, il est visible, il faut déjà le recharger à la lumière. Et après, dans le noir, en fait, on peut voir, mais dans le noir complet, on peut voir complètement en fait, le titre écrit Wraith avec on va dire aussi la serrure qui est aussi également en matière, on va dire, phosphorescente. Voilà. Donc je trouvais ça extrêmement malin. Bon, évidemment, ça aide pas trop parce qu'on ne voit pas le titre. Donc, mais je trouvais que c'était, on va dire, à l'époque, c'était très original. Vous ne pouvez pas leur retirer ça. Le livre donc fait à peu près dans les 270 pages. Donc il contient, bah, comme tous les livres de base, tout ce qu'il faut. Hein, donc la description du monde, du système de jeu, donc des arcanoi et de tout ce dont on a besoin. Donc la relation en plus avec la shadow, donc l'ombre, qui va être extrêmement importante, comme je le disais, à jouer pour ce mot, qui est vraiment en plus l'intérêt vraiment majeur de ce jeu. C'est jouer justement cette dualité avec l'ombre. Par contre, voilà, ça va vous faire des séances de RP particulièrement, on va dire, ardos. Voilà. Alors après, techniquement, donc sont parus également, donc est parue une deuxième édition que voici. Voilà. Donc là, au moins, on voit le titre. On a repris en fait on va dire le design. Donc on est sur un livre là à couverture cartonnée qui est un peu plus gros. Normalement, on table plus, ouais, sur quasiment 300 pages. On a la même chose, hein, c'est juste que c'est le revu et corrigé qu'ils ont l'habitude de faire quasiment un an après la sortie. Voilà, là je crois que ça doit être le cas, il doit être sorti en 95, celui-ci, 96 même. Vous voyez, donc il est sorti 2 ans plus tard. Ça a été un peu plus, c'est pas une gamme en fait qui a été la plus la plus plébiscitée, hein, quand même. Voilà, Vampire est resté largement, on va dire, le plus joué. Et même si donc Mage est techniquement plus complexe quand même que Wraith, Wraith est quand même, on va dire, demande beaucoup plus de motivation, on va dire de maturité d'autre part, et également, on va dire, voilà, comment à chaque fois, j'arrive jamais à retrouver le terme d'implication, voilà, dans le jeu pour pouvoir vraiment le jouer de manière très satisfaisante. Enfin, satisfaisante c'est-à-dire tel qu'il a été pensé et écrit. Et je pense qu'à mon avis, ce n'est pas la plus mince affaire. Voilà, donc on a la même chose en fait que dans le livre, voilà, juste revu et corrigé, développé, précisé, à partir donc des premiers suppléments qui étaient parus pour la gamme. Et donc voilà, on a même une petite voilà, bande dessinée pour nous expliquer le système de jeu. Voilà, où on a la bande dessinée d'un côté et le système de jeu, c'est-à-dire comment c'est traduit en système de jeu. Vous avez fait ça déjà la première fois, je crois que c'était dans Dark Ages qu'ils avaient fait ce genre-là. Alors après, les écrans. Donc, je crois que j'ai les écrans de première et deuxième édition, si mes souvenirs sont bons. Comme d'habitude, hein, c'est des écrans pas plus à peu près fonctionnels, plus que beaux. Alors non, en plus d'ailleurs, du coup, j'ai l'impression, oui, ça c'est l'écran. C'est l'écran première édition ou pas? Alors là j'ai un doute. Il me semble que ça serait plutôt l'écran de la deuxième édition. Je
Je vais vous dire ça, puisque c'est dans le Vrest Storyteller Kit. 94, non, c'est l'écran de la première édition. Donc je ne sais plus s'il y a eu un écran pour la deuxième édition. J'ai un doute. Mais bon, voilà. On a en tout cas l'écran tel que je vous l'ai montré. Donc il reprend la couverture. Avec donc les tables de l'autre côté. Classique, hein, voilà. On n'est pas dans quelque chose de nouveau chez White Wolf. Il y a des règles quand même des clarifications de règles sur la création des personnages. Voilà. En particulier aussi sur pas mal de petites choses, voilà, sur les traits, les jauges, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de jauges à gérer, puisqu'il y a celle de votre personnage, plus celle de l'ombre, enfin de votre shadow. Les règles de crossover, donc là ils ont fait des règles de crossover dans le bouquin de Vrest, donc les règles qui existaient, je crois aussi, hein, il y a d'autres livres qui en parlaient, mais là on va dire elles sont reprises dans et complètes dans comment dire, le livre qui accompagne l'écran de Vrest. C'est assez étrange, c'était un choix. Et après on a le résumé de tous les niveaux des arcanes et leurs effets. Ce qui est plutôt utile. Ça par contre c'est presque plus utile que l'écran en lui-même, qui lui va juste, on va dire, vous cacher, si je puis dire, de vos pauvres joueurs que vous allez torturer durant vos parties. Voilà. Ensuite, alors pour ce qui est de l'IM, j'ai à peu près tout. Mais j'ai pas tout. J'ai vraiment acheté que l'essentiel, enfin ce que je trouvais moi essentiel pour on va dire la gamme. Il y a plein de suppléments qui n'étaient pas très utiles, très sincèrement, donc je me suis pas, on va dire, attardé dessus. Mais je vous parlerai quand même de ceux que j'ai manqué et que en fait j'aurais dû acheter à l'époque parce qu'ils auraient pu être intéressants. Alors, Homes, on a des descriptions de lieux hantés en fait. Donc il y en a normalement 8, c'est ça. Qui donnent en fait des idées de lieux, on va dire, où vous pourrez, on va dire, mettre en place votre chronique. Donc c'est avec évidemment plein de PNJ, voilà, on a des choses très différentes. Hein. Voilà, on a une maison hantée, un château, le Capitole de Richmond, comment dire, comment on dit déjà, un sépulcre, voilà, bon, je vais le traduire comme ça, mais il y a un autre terme pour le dire, hein, des jardins, voilà, la description, comment dire, d'un quartier de Dublin aussi, je crois, etc. Donc on a vraiment plein de lieux différents avec donc des couleurs différentes malgré tout, et donc des PNJ avec des motivations très différentes. J'avoue que je ne l'ai pas utilisé, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, donc je l'ai juste parcouru plus que lu vraiment en détail. Et ça reste un supplément, on va dire, qui est intéressant pour faire en tout cas vos propres chroniques, si Vrest est vraiment votre dada. Un que je connais beaucoup plus quand même, Necropolis Atlanta, donc sur le même modèle que donc les By Night, les Raja Cross et donc les comment dire, du livre des fondations, si je puis dire, le Book of Chantries de Mage. Il y avait donc Necropolis, qui est donc le format en fait pour décrire une ville avec ses protagonistes, sachant qu'il n'y a pas que les Vrefs qui sont décrits dedans, il y a aussi donc les vampires. Donc là, la ville d'Atlanta avec tout son passé. Voilà, si vous ne connaissez pas, on va dire, l'importance de la ville d'Atlanta pendant la guerre de sécession, c'est vrai que ça nous passe un peu au-dessus, mais voilà, donc il y a toute cette thématique, on va dire, voilà, de cette ville, on va dire, du sud, qui a une grosse importance, on va dire, pendant la guerre de la Civil War, la guerre de sécession, et donc avec toutes les stigmates que ça a laissé, évidemment, sur le contexte, sur ceux qui l'ont vécu, hein, parce qu'il y a des Vress, évidemment, qui sont assez anciens, voilà, et qui sont particulièrement intéressants, on va dire, à voir se mouvoir, on va dire, dans ce contexte. Et plus, il était intéressant, et moi je l'ai utilisé surtout,
parce que dedans il y a quand même le côté vampire qui est décrit, donc on a des informations sur la société vampirique, la Camarilla en particulier d'Atlanta, et ce qui est plutôt intéressant, très intéressant même. Voilà, donc avec aussi un errata du livre de base à la fin, j'avais oublié qu'il y avait ça dedans, mais c'était plutôt pas mal. Donc voilà, donc on a ce contexte-là qui est vraiment le contexte de base qu'ils avaient décrit, je crois que d'ailleurs dans le livre, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le bouquin de base, en effet, j'avais oublié de vous dire qu'il y a Little Five Points, donc un setting voilà, qui décrit déjà, on va dire, la ville d'Atlanta. Donc le Necropolis Atlanta, en fait, est la suite, on va dire, de ce setting de base. C'est pas vraiment, c'est un cadre qui vous décrivent. Ils vous décrivent évidemment pas, c'est pas vraiment des scénarios, comme à peu près tout le temps, c'est tout le temps la même chose, on va dire, dans la gamme, dans la gamme World of Darkness. Et donc vous avez comme cela un setting complet qui va vous permettre donc de jouer déjà dans le contexte de la hiérarchie, avec les problématiques de Vress, mais aussi, si vous le voulez, de faire, puisque c'est possible avec l'écran, un crossover justement avec Vampire, qui je pense peut avoir beaucoup d'intérêt. Voilà. Après, The Sea of Shadows. Donc là, la description évidemment de tout le contexte en fait, donc de ce qu'on appelle donc la mer des ombres, la tempête. À savoir qu'on est évidemment aussi Wrath the Oblivion dans un contexte, je dirais, eschatologique, c'est-à-dire on a évidemment une apocalypse qui va nous tomber sur la tête, comme dans tous les jeux du World of Darkness, et cette apocalypse, évidemment, c'est en fait la tempête, on va dire la forme la plus dangereuse de la tempête, qu'on appelle donc le Maelstrom. Il y en a déjà eu des précédents dans le monde, puisqu'il y a donc une histoire du monde et à chaque fois le Maelstrom en fait a changé, on va dire, la géographie du monde des Vress, et ces petits îlots, donc ces nécropolis qui arrivent à survivre, en fait le terrain est grignoté petit à petit par justement la tempête. Et là, on attend en fait le dernier Maelstrom qui va normalement, probablement faire disparaître complètement le monde des morts. Et donc, on vous décrit tout ce qui peut arriver, comment dire, quand on va évidemment se déplacer. Alors, il y a des chemins plus sûrs que d'autres. Il y a évidemment la guilde des Harbingers qui vont être très importants. Il y a évidemment donc aussi ce qu'on appelle les passeurs, les ferrymen, qui eux vont pouvoir vous aider à traverser la tempête, tel Charon. Voilà, c'est comme si vous traversiez le Styx, d'une certaine manière, le fleuve des morts. On a vraiment toute cette thématique en termes de symbolique qui est présente. Et donc là, on vous dit comment ça fonctionne, comment le gérer, et comment, on va dire, articuler vos chroniques autour de cela. Ce qui n'est pas évident, très sincèrement. Mais bon, ça a quand même, on va dire, plutôt de l'intérêt. Le guide évidemment sur la hiérarchie, votre meilleur ami et aussi votre pire ennemi. Donc évidemment avec plein de choses, donc des archétypes évidemment de gens de la hiérarchie, la description de la structure de ce que c'est que la hiérarchie. Excusez-moi. Voilà, avec différentes factions, on va dire, différentes idéologies, voilà, et la description de la ville de Stygie, qui est, on va dire, la capitale principale des morts, qui est vraiment un peu le centre politique et névralgique, le centre évidemment économique aussi du monde des morts. Voilà. Donc je vous montrerai, parce qu'il y a une carte qui est parue justement de Stygie pour l'édition 20e anniversaire. Donc voilà, on a vraiment la description de tout cela. Bon, les informations dans le livre de base, très sincèrement, sont largement suffisantes. Et ce qu'on a après par rapport au contexte au Nécropolis, c'est largement suffisant, mais bon, c'est toujours, on va dire, un moyen de se donner des idées supplémentaires. Moi, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, on va dire, à outrance non plus, puisque je l'ai très très peu, malheureusement, maîtrisé, comme je le disais. Le Player's Guide, évidemment, comment, on va dire, faire un jeu du World of Darkness sans qu'il y ait un Player's Guide, et même un Storyteller Guide. Donc là, on a tout. Tiens, la reprise aussi à la fin
justement des arcanoïs basiques. Voilà, donc on a les jets de dés, etc. Et donc après, on va avoir évidemment plein de trucs en plus. Voilà, comment écrire des histoires de fantômes. Donc on va, voilà, des traits supplémentaires. Donc là, on a les merit and flaws comme d'habitude. On aime, on n'aime pas. D'autres archétypes d'ombre, de shadows. Les descriptions de compétences secondaires, ça, voilà, c'est vraiment la même structure dans tous les jeux du monde des ténèbres, hein. On a vraiment la même chose. Un point, on va dire, sur la société, justement, on va dire, des Vress, donc sur justement les hiérarchies, stygie, le féodalisme, on va dire, imposé par la hiérarchie, etc. Le chapitre, justement, là-dedans est peut-être plus intéressant que le supplément hiérarchie lui-même. Voilà, les renégats, donc ceux qui sont en dehors évidemment de la hiérarchie, parce qu'il y a quand même des gens qui refusent, je peux comprendre. Et la première description, on va dire, donc des Dark Kingdoms, puisqu'il y a évidemment des Vress asiatiques, donc les royaumes de ce qu'on appelle les royaumes de Jade, voilà, les Jade Kingdom, etc. Il y a également donc les Dark Kingdom of Obsidian, donc là c'est pour tout ce qui est Mésoamérique, donc Amérique centrale, etc. Donc voilà, et ça fait l'objet évidemment de suppléments que je n'ai pas achetés, mais qui peuvent avoir évidemment un certain intérêt. Si vous voulez développer en fait des campagnes en Asie ou en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, hein, parce que c'est à peu près toutes les cultures précolombiennes qui sont reprises dans ces royaumes donc d'obsidienne, sombres royaumes d'obsidienne. Après, il y a des règles supplémentaires, donc avec des nouveaux pouvoirs de base, plein de petites précisions, on va dire, sur les chaînes, sur les arcanos, et donc des nouvelles arcanoïs, donc flux, intimation, Mnemosynis, et donc après des conseils évidemment pour le roleplay, là qui sont plutôt bienvenus parce que c'est vrai que c'est pas un jeu, comme je vous l'avais dit, qui est très très facile à appréhender. Après, The Quick and the Dead, voilà, qui lui est un supplément, on va dire, c'est les chasseurs de fantômes en fait, hein. Donc là, c'est un supplément dans la gamme pour, on va dire, pouvoir jouer du côté des humains qui, eux, vont chasser les fantômes, avec évidemment son lot de pouvoirs supplémentaires pour ce faire. Donc des nouvelles Numina, hein, comme on avait la description des premières Numina dans Hunter's Unsealed pour les chasseurs de vampires. Là, on a la même chose, hein, voilà, avec des reprises même aussi, hein. Parce qu'ils veulent à chaque fois que le supplément soit complet, donc il y a des reprises de certains pouvoirs. Voilà, des informations donc sur des groupes, évidemment, des organisations proches des Vress ou on va dire antagonistes des Vress. Et la première apparition justement du cercle d'Orpheus qui va laisser présager justement la gamme Orpheus qui viendra plus tard, un petit peu plus tard, que j'ai d'ailleurs oublié de sortir de ma bibliothèque pour le montrer, parce que c'est vrai que je pourrais le montrer en même temps dans cette vidéo. Ce serait à la limite complètement logique, même si c'est pas le même jeu, mais bon, on va rester sur Vress. Orpheus, je ferai, comment dire, une petite présentation probablement lors d'un live. Voilà, Dark Reflection Spectre. Alors là, comment jouer des spectres. Donc là, on a le même principe. C'était le même principe que pour jouer des Fomors, en fait, des Fomori, pour Garou. Donc comment jouer des ennemis vilains, ou pas beau. Donc là, on nous propose vraiment de jouer des fantômes qui ont donc succombé à leur shadow. Et là, je sais pas si ça a vraiment un grand intérêt, mais là, on a au moins toutes les règles, et c'est ça qui est bien, avec vraiment des dessins vraiment particuliers, on va dire. Là, on était déjà dans une nouvelle optique, on avait des choses beaucoup plus creepy, hein, faut quand même le reconnaître. Donc ouais, c'est en 95 qui sort celui-ci. Moi, je pense que c'est un bon moyen en fait de créer des antagonistes sur mesure, voilà, parce qu'on a le système de création complet, mais le faire jouer, voilà. Mais bon, c'était dans la série des suppléments Black Dog, qui était proposé, on va dire, dans à peu près toutes les gammes, hein. Donc dans la gamme Vampire, on avait les suppléments de Giovanni Chronicle, qui étaient un petit peu plus poussés en termes d'horreur et de psychologie.
du moins c'était la volonté à la base. Pour Werewolf, on avait le supplément Fomori. Pour Mage, il y avait le supplément Technocratie pour jouer des technocrates, parce qu'il y a jamais eu vraiment la possibilité offerte, même si c'est techniquement possible avec les règles qui sont données dans divers suppléments, en particulier le livre de la folie, le Book of Madness, de jouer donc des Nefendi et pourquoi pas des maraudeurs, mais bon courage. Non, c'est pas vraiment une optique, voilà. Mais par contre ça permet Spectre de jouer vraiment des antagonistes haut en couleur avec toutes leurs possibilités. Ça peut être utile, ça peut être une référence. Et enfin le dernier dont je vous parlais, donc qui est lui est un supplément d'Agan Vress pour justement qui fait partie donc des suppléments Year of the Lotus, donc l'année du Lotus, qui à l'époque proposait donc plein de suppléments. Donc c'était la même année qui sont sortis d'ailleurs. Donc c'était en 98 des suppléments donc pour jouer le côté asiatique. Et donc là on a World of Darkness Tokyo, qui est en fait Necropolis Tokyo, mais avec la description évidemment de tous les autres change-forts. Et donc on a la description complète de Tokyo, mais du point de vue des Vress. Voilà. Et avec évidemment les autres factions diverses et variées qui vous sont proposées, et en particulier les Kuei-jin justement, donc les vampires asiatiques, les Kindred of the East, dont j'ai fait la présentation dans le dernier live de la semaine dernière. Dans le live, donc c'était le live numéro 4. Voilà. Donc là, c'est du classique, c'est un supplément, on va dire, on aurait pu l'appeler Tokyo by Night ou Necropolis Tokyo ou Tokyo Place of Power, ou voilà, on a tout ce qu'il nous faut en fait pour justement jouer à Tokyo. Voilà, bon, c'est évidemment assez succinct au niveau de la description. Tokyo, si on veut connaître la ville, vaut mieux y aller. Voilà. Et encore, on en fait difficilement le tour, tellement la ville est on va dire, grande, mais bon, voilà, ça reste malgré tout un cadre vraiment très intéressant à développer, mais en total crossover. C'est vraiment prévu pour ça, même si le supplément, comme je vous dis, il fait vraiment partie de la gamme Vress, c'est surtout un supplément crossover. Et donc pour terminer mon petit tour, l'édition 20e anniversaire, donc qui va nous paraître en France, j'espère, assez rapidement. Donc là vous voyez la couverture, il n'y a même pas de titre, il n'y a rien du tout. Voilà. On sait juste que c'est Vress grâce à l'estampille ici, et donc à l'indication sur, dans le bon sens c'est mieux, sur on va dire le dos du livre. Donc on a affaire là à un bouquin énorme qui fait donc 530 pages. Il est magnifique, très très beau. Je l'ai attendu très longtemps. Pour vous dire que j'y ai souscrit et Changeling, la souscription a été faite un an après. J'ai reçu Changeling avant en édition C20. Et donc voilà, il est tout en couleur là, cette fois-ci. Enfin couleur, voilà, avec donc Stygia justement, la carte, donc je vous montrerai, il y a la carte après qui a été faite en poster à part, qui était en print on demand sur Drive-Thru, voilà, avec la reprise de la plupart des illustrations, des suppléments, voilà, c'est vraiment, moi je trouve qu'il a vraiment une très belle esthétique. Si Leto fait du bon boulot, je pense qu'on va dire, on va pouvoir avoir un jeu très intéressant à proposer. Voilà. Avec donc ces sections couleurs, enfin c'est pas entièrement de la couleur, donc c'est du noir et blanc avec, on va dire, des voilà, pour vous montrer à peu près l'ambiance de la chose. Donc ça vous permet vraiment là d'avoir une super encyclopédie, pareil. Évidemment, si on connaît déjà Vress, c'est mieux. Si on... Il y a des illustrations comme ça qui sont d'une grande simplicité, mais moi que je trouve vachement esthétiquement très intéressante. C'est un jeu qui est vraiment, voilà, vraiment désespérant, mais tellement intéressant. Voilà, donc avec la description de chaque guilde, de chaque arcanos, sous un format donc double page, comme ils ont fait pour évidemment les tribus, les
les clans, les traditions, etc. Donc on est vraiment sur le même format World of Darkness. Et donc la nouvelle feuille de personnage ici même. Alors, j'ai du mal à le tenir parce que sinon je vais me faire une rupture des tendons, un tennis elbow en tenant le bouquin. Donc voilà. De quoi, il est quand même moins gros que Mage, mais de quoi on va dire vraiment démarrer dans Wraith. Et là je pense qu'à mon avis le livre de base est suffisant avec les informations qui sont à l'intérieur pour pouvoir appréhender la chose, puisqu'on a toutes les mécaniques qui sont la spécificité du jeu, et suffisamment d'éléments en termes comment dire, de background pour vraiment créer sa chronique. Par contre, il va falloir la créer évidemment autour des personnages encore plus que les autres, puisque bah ouais, il faut définir évidemment tout ce qui peut les attacher encore au monde physique. Donc voilà, leurs proches qui vont les pleurer ou pas, qui vont les trahir, les choses auxquelles ils tiennent, donc leurs fetters, donc leurs passions également, donc qui peuvent être des individus ou on va dire être des éléments, c'est-à-dire ça peut être tout aussi bien des choses qu'ils veulent accomplir ou des choses qu'ils n'ont pas pu accomplir dans leur vie et qu'ils vont vouloir justement accomplir même à travers la mort, etc. On a vraiment plein de possibilités, mais il faut jouer vraiment des chroniques calibrées complètement sur les personnages. L'écran, voilà, parce qu'à chaque fois, évidemment, que je souscris pour le bouquin en version collector, je souscris pour l'écran. Hein, même si, voilà, c'est assez... C'est pas satisfaisant à 100%, hein, les écrans en 3 volets comme ça en plus avec juste une reprise des illustrations, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et donc comme je vous le disais, la carte en print on demand de Stygia qui valait pas bien cher, hein, j'ai dû payer ça quelques euros, qui permet évidemment de jouer. Il y a toutes les informations nécessaires sur Stygia dans le livre de base. Voilà. Donc ça, en tout cas, vous pouvez vous dire que vous l'aurez un jour chez Leto, et je pense que voilà, ça sera l'occasion justement de pouvoir vous plonger complètement dans ce jeu qui est vraiment, on va dire, un ovni ludique, donc un olni comme on dit, voilà, un objet ludique non identifié complètement, qui propose vraiment quelque chose de hard hein, quand même. Hein. On est vraiment dans le jeu bien creepy, bien désespérant. Mais voilà, la proposition ludique est là, elle existe, elle est audacieuse, elle est originale, elle est vraiment dans l'esprit, on va dire, de toutes ces histoires de fantômes, de toutes ces histoires assez voilà, romantiques, passionnées et déchirantes que peuvent être justement ces histoires de fantômes, comme peuvent l'être, on va dire, les histoires de vampires, hein, justement, aussi. Hein. Il y a cet aspect aussi dramatique, gothique, on va dire, post-romantique, puisque le gothique est du post-romantisme, hein, techniquement, en littérature en tout cas. Donc voilà, vous avez la possibilité de vous plonger vraiment dans un jeu exigeant, dans un jeu qui ne plaira vraiment pas à tout le monde, il faudra vraiment avoir un aspect voilà, de distanciation et voilà, d'acceptation, on va dire, des joueurs de la proposition ludique qui est pas évidente, à ne pas jouer, on va dire, avec des gens qui justement ont eu des proches décédés et qui en ont gardé, on va dire, des séquelles. Je pense pas que ce soit une très bonne idée, mais ça, voilà, c'est le rôle du storyteller, du MJ, on va dire, comme je le disais souvent, de choisir ses joueurs et de composer sa table en étant, on va dire, bien conscient de ce qu'il propose et des enjeux et des difficultés et des différentes, on va dire, des écueils qui peuvent se montrer, on va dire, à l'épreuve de telles propositions. Voilà. Donc, c'était, je pense, un petit tour d'horizon de ce 4e jeu. Il n'en reste plus qu'un. Donc on verra. Changeling, ça viendra peut-être bientôt. Mais c'est pas la gamme que j'ai le plus étraîné non plus. Comme je vous l'ai dit, je l'ai faite plus en crossover qu'en jeu. Et celle-ci, j'ai fait une toute petite chronique qui me reste dans ma mémoire quand même, parce que ça avait été assez intense. J'avais eu vraiment des personnages très marqués. Les joueurs avaient bien joué le jeu. Mais on va dire que c'était quand même assez particulier, on va dire.
j'en suis pas resté traumatisé, mais ça reste, on va dire, une expérience de jeu vraiment particulière que je renouvellerai quand même pas tous les jours. Faut quand même se le dire. Hein. C'est pas un jeu que vous jouerez, on va dire, sur des années. Hein. Vous ferez des chroniques courtes avec vraiment une thématique forte qui durera, on va dire, peut-être grand maximum une douzaine de séances, mais qui permettra malgré tout de, de rendre hommage à un jeu et à une proposition ludique d'une grande richesse, d'une grande originalité par son thème et ses mécaniques. Voilà. Donc c'était Magnum Magister pour Wrath the Oblivion, revue de la gamme. Je vous dis à bientôt pour l'autre vidéo de la semaine. Le live aussi, à bientôt. On se revoit dans quelques jours, guettez, likez, commentez. N'oubliez pas, vous pouvez venir aussi discuter sur le Discord. C'est fait pour ça. Si vous voulez justement m'en dire un petit peu plus, vous, si vous avez joué à Wrath et que vous voudriez partager votre expérience, ou si vous avez besoin peut-être de conseils, etc. Mais en tout cas, voilà, ça sortira bientôt en français, et donc ne loupez pas, parce que je pense que c'est un jeu qui n'est pas seulement à lire pour se faire une idée, c'est aussi un jeu qui est quand même à jouer, même si, voilà, on va pas, on va dire, en faire une campagne au long cours. Allez, je vous dis à bientôt, salut!